Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. C'est parti pour 24 minutes en direct d'interaction avec notre invité du jour qui est l'un des rares visages d'antenne à connaître l'emplacement des villes de France sur le bout des doigts. Selon la région dans laquelle vous habitez, vous pouvez l'adorer parce qu'il vous annonce régulièrement un magnifique soleil, mais il peut aussi vous irriter très fortement lorsqu'il annonce un brouillard aussi épais qu'une purée de pois ou qu'une pluie diluvienne. Et s'il est sur ce plateau ce matin, c'est parce qu'il sort un livre dans lequel il nous explique que tempête ne rime pas forcément avec morale dans les chaussettes. Bonjour Louis Baudin. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Merci. Il y a un petit bruit de fond là, hein. On va peut-être l'arrêter, voilà, parce qu'on entend évidemment autour. Ça y est, c'est fait, tout va bien. Vous êtes là. Non, il y a toujours un bruit de fond. On l'entend. Ouais, c'est fini. Ouais, c'est le direct, c'est normal. Cet ouvrage qui paraît demain, Louis, c'est aux éditions Albin Michel. Nous sommes tous météo sensibles. Vous y évoquez évidemment les impacts du climat sur notre morale, sur notre santé, notre façon même de vivre au quotidien. Est-ce que c'est le genre de livre auquel je vais apprendre que quand il pleut, je suis déprimé et quand il fait beau, je suis heureux? Ou c'est un peu plus que ça? C'est un peu plus que ça. C'est un peu plus que ça parce que justement, la pluie peut être aussi plutôt un bon signe. C'est-à-dire que la pluie, c'est la vie. Hein. S'il n'y a pas de pluie, on ne vit pas. Et rappeler simplement que par moment, on est dans un pays tellement confortable qu'on a oublié que cette alternative que l'on a entre des moments plus secs, des moments plus humides, des saisons, on n'a pas ça partout dans le monde. Et que finalement, il faut savoir en profiter et qu'il faut savoir apprécier aussi ces petits moments de pluie, même si pour certains, effectivement, c'est assez désagréable. Et important pour les gens notamment qui ont un jardin, des champs, voilà, c'est quand même évidemment très, très important. Qu'est-ce qu'on va apprendre de manière globale dans ce livre? Est-ce que c'est un livre plutôt de réflexion ou est-ce que c'est un livre aussi un peu pratique? Non, c'est un livre qui est à la fois pratique, alors vous avez scientifique raison, aussi. Hein, parfois on enfonce un peu des portes ouvertes, des évidences, c'est vrai qu'on aime bien la lumière, c'est vrai, mais on a tous une sensibilité au climat qui peut varier. Alors, et c'est là où c'est encore plus compliqué, c'est qu'évidemment, en fonction de sa culture, de là où on vit, on est sensible au soleil, à l'humidité ou à l'inverse. Et puis parfois, ça dépend aussi de son humeur. C'est-à-dire qu'on peut être soi-même parfois très sensible à la météorologie et parfois pas du tout. Quand on est dans une phase, on est en pleine prospérité, on est, je sais pas, très amoureux, on a une grande réussite, qu'il y ait une neige, qu'il vente, qu'il fasse du vent, on va passer au travers, on s'en fiche complètement. Et puis si on est dans des moments un peu plus fragilisés, oui, hein, une période de temps un peu gris, on dira il y en a marre, ça rajoute encore. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est très compliqué finalement d'avoir de grands axes ou en tout cas de grandes finalités sur notre rapport à la météo. Mais en fait, chacun peut s'en emparer. Et en revanche, à sa sensibilité évidemment. À sa sensibilité, et c'est ça la finalité de ce livre, c'est de se rendre compte et de bien réaliser qu'on vit dans la météorologie, qu'aujourd'hui on se préoccupe du climat, de l'évolution, de la pollution. Oui, on en fait partie. Hein. On respire 10-15 000 litres d'air par jour, donc ça veut dire qu'on vit dans la météo, qu'on subit l'humidité, qu'on subit la pollution, qu'on subit la chaleur, qu'on subit les différences de pression, et donc on vit avec, et donc il ne faut pas l'oublier. Et je pense qu'aujourd'hui, certains ont un peu tendance à vouloir en faire abstraction. Non. Hein, on ne va évidemment pas l'oublier avec votre livre. Louis, un livre passionnant, on va évidemment y revenir dans quelques instants en détail. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur tvmag.com, ainsi que sur la page Facebook de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à Louis Baudin. Est-ce que vous regardez évidemment son bulletin météo? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous le détestez quand il vous annonce du mauvais temps? Quelles questions avez-vous envie de lui poser? Vos remarques, vos suggestions, vous n'hésitez pas, vous lui posez toutes ces questions et il y répond après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Nicolas, bonjour Louis. Bonjour. On démarre tout de suite avec les audiences d'hier soir. Qui est le grand vainqueur? Eh bien c'est M6 qui l'emporte d'une courte tête grâce aux agriculteurs au cœur tendre de L'amour est dans le pré. L'émission de dating présentée par Karine Le Marchand a rassemblé 3,3 millions de romantiques, ce qui représente 15,3% de part d'audience et 100 000 téléspectateurs de plus que TF1 qui dégainait un nouvel épisode de sa série phare Joséphine Ange Gardien. France 2 monte sur la troisième marche du podium avec la série française intitulée La Dernière Vague. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui échoue au pied du podium et qui signe un score tout à fait honorable. Il s'agit de France 3 avec Secret d'Histoire, désormais diffusé sur cette chaîne de service public. Eh bien, le magazine incarné par Stéphane Bern a fédéré 1,9 million de téléspectateurs, soit 8,8% du public. Stéphane Bern qui était à votre place hier, évidemment, ça a beaucoup aidé. Alors évidemment, c'est très serré. J'imagine qu'entre TF1 et M6, est-ce que votre cœur balance un peu? Parce qu'on rappelle que vous êtes sur RTL, qui appartient à M6, et sur TF1, qui est un concurrent du groupe M6. C'est pas trop compliqué de travailler pour ces deux groupes maintenant? C'est pas très compliqué parce que je suis sur TF1, donc moi je défends TF1, puis je suis sur RTL, qui est une marque très forte, et donc je défends RTL.
Voilà, dans l'actionnariat d'RTL, il y a effectivement M6, mais moi je défends les marques, je défends une identité, je défends une culture, je défends une façon de faire de la télévision ou encore de la radio. Et moi qui suis quelqu'un de passionné, j'adhère à ces philosophies, donc que ce soit de TF1 ou encore d'RTL. Donc non, pour moi c'est très simple. Vous étiez sur RTL depuis longtemps, hein, bien avant même d'arriver sur TF1. Quand le groupe a été racheté par M6, est-ce que par exemple Nicolas Théraneau vous a pas dit viens faire la météo chez nous? Parce qu'après tout, il y a aussi des bulletins météo sur M6. Oui, c'est vrai. Alors, on vous l'a pas proposé? il ne me l'a pas encore proposé. Je ne sais pas si ça viendra, mais en tout cas, je n'ai pas eu ce dilemme-là à régler. En tout cas, et si vous l'avez, vous pourriez choisir ou ce serait difficile? Non, ce serait difficile parce que, oui, moi je suis quelqu'un de très corporate et attaché. TF1 m'a fait confiance il y a 10 ans maintenant. Ouais. Donc, j'ai aujourd'hui pleine liberté pour m'exprimer en matière de météorologie, mais aussi en matière de science. Maintenant, j'ai des rendez-vous réguliers hors météo, sur le 14 juillet, sur l'histoire. Moi, je suis passionné d'histoire, donc j'ai pu être associé aux commémorations de la guerre 14-18 sur TF1. Donc, vous voyez, quand vous avez la confiance comme ça de votre rédaction, de vos chefs, oui, j'ai plutôt envie de continuer. Évidemment, c'est exactement la même chose avec RTL, où là aussi, je peux intervenir sur beaucoup de sujets au-delà de la météorologie. Ce sera donc plat et dessert pour vous, Louis Godard. CF1 et RTL. Damien, on continue ces news médias avec Nadine Morano, qui s'en est pris très violemment à Quotidien. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. La députée européenne n'a pas vraiment apprécié la séquence diffusée dans le talk-show de Yann Barthès, vendredi soir sur TMC. Le présentateur a décidé de se concentrer sur le reportage publié dans le magazine Valeurs Actuelles, dans lequel Nadine Morano raconte son retour dans son quartier d'enfance, celui du Haut-du-Lièvre à Nancy. Alors elle regrette que sa terre d'enfance ait changé, qu'il y ait des femmes voilées dans les rues et qu'il y ait l'absence de tranches de jambon dans les magasins. Voilà, c'est ce qu'elle a déclaré dans les colonnes de Valeurs Actuelles. Alors, qu'ont fait les reporters de Quotidien, bien sûr? Eh bien, ils sont allés sur place afin d'interroger les habitants et de démonter point par point les propos de Nadine Morano. Un reportage salué par le journaliste Jean-Michel Apathy, également l'animateur Christophe Beaugrand, mais également fustigé, forcément, vous l'imaginez bien, par Nadine Morano. J'ai vécu 25 ans dans ce quartier. Quotidien fait lui un aller-retour en TGV dans la journée, calibre ses images de propagande, une télépoubelle cautionnée par Christophe Beaugrand et Jean-Michel Apathy. Voici ce qu'elle a écrit donc sur son compte Twitter. L'immigration, le voile, les questions de radicalisation, il y a plein de thèmes au cœur du débat public aujourd'hui. Est-ce que cette espèce d'hystérisation un peu de la société, ça vous fait peur, Louis? Oui. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a la moindre chose engendre une polémique absolument incroyable. Exactement, et ça me fait énormément peur parce que du coup, ça crispe totalement la société, ça crispe également tout ce qui est décision, tout ce qui est avis, c'est-à-dire qu'on n'ose même plus donner son avis parce qu'on se dit on va retenir un tout petit bout de la phrase qui va être complètement déformé, sorti de son contexte, et puis derrière ça va faire du buzz, ça va radicaliser encore plus ses comportements, on n'a plus confiance parce qu'on se dit mais s'il a dit ça, alors qu'en fait il n'a pas dû. Donc oui, cette hystérisation, moi ça m'angoisse et je crois qu'il faut qu'on retrouve une forme de sérénité. Moi dans un domaine que je connais bien, qui est la météorologie, le changement climatique, on a aussi aujourd'hui cette hystérisation. Pour certains, c'est la fin du monde, ça ne sert plus à rien. Donc c'est stop, calmons-nous. On a effectivement aujourd'hui un signe fort qui est envoyé par la météorologie sur des changements qu'on doit faire dans la société en matière de respect des autres espèces, en matière de respect de l'environnement. Mais on doit faire tout cela avec une forme de sérénité, de confiance, retrouver de la confiance. On peut ne pas être d'accord entre nous, c'est le débat démocratique, mais ayons confiance dans ce que dit l'autre, même si c'est différent. Et si on ne rétablit pas ça, alors oui, on a une société qui se délite complètement, qui rentre dans la violence, parce que forcément ça finit par des actes de violence et qui n'avancent plus, qui ne progressent plus. Donc il faut vraiment qu'on calme ça à tous les niveaux, dans les décisionnaires, les journalistes, on a une grande part de responsabilité à mon avis, pour essayer de relater les choses au plus juste et après laisser les gens se faire leur opinion. C'est dit. On parle de Miss France, Damien, Sylvie Tellier, qui a déclaré ne pas être opposée à la participation d'une candidate transsexuelle. Oui, à l'occasion d'un entretien accordé hier à nos confrères du Parisien, la directrice générale de la société Miss France a rappelé que le règlement du concours de beauté national n'interdisait pas la participation d'une candidate ayant changé de sexe. Il faut être de sexe féminin et non né de sexe féminin. Voilà toute une nuance qui a son importance, même si Sylvie Tellier estime que les Français ne sont pas encore prêts à élire une Miss transsexuelle. Dans d'autres pays, on va le rappeler, des candidats ayant changé de sexe se sont déjà illustrés. En Espagne, par exemple, Angela Pons a été élue Miss Espagne avant de devenir participante à l'élection Miss Univers. D'ailleurs, c'était la première. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord pour qu'il y ait des transgenres à Miss France, mais est-ce que, par exemple, cette émission qui est regardée tous les ans par des millions de spectateurs, c'est quelque chose qui trouve aussi grâce à vos yeux? Alors, c'est votre chaîne, j'imagine, ou est-ce que, comme certains, vous trouvez que parfois c'est un peu démodé, un peu rétrograde? Ça fait partie d'une tradition. Oui, c'est une tradition. Alors, c'est tout le problème aujourd'hui de la transformation, de l'évolution de la société entre des traditions
Et l'image qui ont de la été femme fortes, aujourd'hui. l'image et la de la place femme, et puis effectivement… Alors, l'émission marche la toujours très volonté. bien, hein, donc Alors, beaucoup exactement. du public. Alors après, est-ce que dans cette émission-là, il faut aussi faire évoluer la façon dont on présente les femmes? Est-ce qu'on doit faire la même chose avec les hommes? Est-ce qu'on doit faire… voilà, est-ce que c'est ça, Ça ferait moins l'évolution? d'audience, hein. Les hommes en maillot de bain. Mais… Peut-être pas, à Ça savoir. s'est fait sur Énergie À 12, savoir. effectivement, il y avait un peu moins Il y avait un d'audience. peu moins de monde. Bon, ben, à C'est voir vrai. si ça se fait sur TF1. Bon, Et vous pourriez pourquoi faire pas. partie du jury, par exemple, si on vous le proposait. Il y a souvent des gens de TF1. Oui, alors non, je suis pas sûr, ça Non, pour le coup. pas Je suis vous. pas sûr parce que je pense pas être légitime, parce que je pense que c'est très subjectif, parce que donc non, moi je veux bien intervenir là où j'ai une forme de légitimité. Bon, sur ça, parce que quand même pas, non, pas forcément. Damien, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. Très bien, tout de suite, place à la grande interview du Buzz Télé. Toutes vos questions qui arrivent en direct avec Louis Baudin. Louis Baudin, vous êtes face à la caméra. Il n'y a plus que vous aujourd'hui. Nous sommes tous météo-sensibles. C'est le titre du livre que vous sortez demain aux éditions Albin Michel. Évidemment, on va voir cette magnifique couverture à l'écran. Dans un ouvrage dans lequel vous établissez des rapports entre la météo et notre comportement de tous les jours. En ce moment, là, de ce matin, il pleut sur toute la moitié nord du pays. Il fait beau sur la moitié sud. Le moral des Français aujourd'hui, ça veut dire quoi? Un peu déprimé au nord et heureux au sud ou… Oui, alors justement, moi, c'est tout le rôle de ce livre-là aussi. En fond, il y a comment retrouver une forme de bon sens et une forme d'acceptation de la météo. Et aujourd'hui, la pluie qui tombe, par exemple, c'est une bonne nouvelle. C'est un peu provocateur de dire ça, mais c'est une très bonne nouvelle. On a enchaîné des mois de sécheresse depuis le printemps, l'été et même le début de l'automne, et qu'aujourd'hui, on ait des précipitations enfin abondantes. Dites-vous bien que c'est une très très bonne nouvelle pour la nature, même pour notre économie. Imaginez qu'on enchaîne sur des mois encore de sécheresse. Ça voudrait dire peut-être des impôts sécheresse, ça voudrait dire aider les agriculteurs, aider toutes les professions qui dépendent de la météorologie, donc forcément une économie qui fonctionnerait moins bien. Donc dites-vous bien que c'est plus là. Moi, c'est un soulagement, c'est-à-dire qu'on remplit nos nappes phréatiques, la nature retrouve des couleurs, c'est-à-dire que les agriculteurs vont pouvoir peut-être faire des plantations, en tout cas préparer leur territoire. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Dans le nord et dans le sud, qu'il n'y ait pas de pluie, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, même si certains en profitent, parce qu'eux aussi ont besoin de précipitations pendant les semaines qui arrivent. Donc de temps en temps, comme vous le dites, il faut mettre un peu de côté son petit confort personnel. Ouais. Parfois, on est déprimé qu'il fasse mauvais une journée parce qu'on a beaucoup de choses à faire en extérieur, etc. Mais il faut se dire que c'est pour le bien, après tout, le bien commun. Alors, c'est vrai que je suis comme tout le monde. Si on commence à enchaîner des journées de pluie et que ça n'en finit plus pendant des jours et des jours, voire des semaines et des semaines, moi aussi, compliqué. à un moment, je vais dire, bon, ça va, ok, ça serait bien que ça s'arrête, parce que, voilà, il y a besoin d'un équilibre. En fait, c'est ce qu'on dit souvent, et notamment dans le milieu de la nature, on dit que le mauvais temps, c'est celui qui dure. Et je crois que c'est effectivement vrai. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette alternance entre pluie, des périodes plus ensoleillées, et c'est ce qui nous donne, en tout cas dans un pays comme la France. Je rappelle parce que… On a cette chance d'avoir évidemment plusieurs incroyable. saisons et des météos. Imaginez que 1000 km sur 1000 km, si vous êtes un peu géographe, intéressez-vous à ça, vous allez voir qu'il n'y a pas un pays dans le monde qui offre cette diversité, qui offre cette influence atlantique, continentale, méditerranéenne, climat de montagne, qui donne cette diversité de paysages, de cultures, ce patrimoine. Ce n'est pas un hasard, c'est qu'on a la chance d'être dans un endroit unique. Il y a un seul pays qui offre la même chose dans le monde, ce sont les États-Unis, mais sur un territoire 18 fois plus grand. 18 fois Absolument. plus grand. Alors dans le livre, évidemment, vous expliquez que la météo a un impact sur le comportement de chacun et de chacune, mais est-ce que c'est le même pour chaque individu? C'est-à-dire, est-ce qu'on est tous, vous dites, on est tous météo-sensibles, mais est-ce qu'on est de la même manière dont on réagit à la pluie ou au soleil? Bien sûr que non. Tout dépend déjà de sa culture, où on est né, évidemment. Vous savez que si on est né dans le nord, on est un peu plus habitué à avoir un petit peu de lumière. Je vais même caricaturer. Imaginez dans les pays nordiques, vous montez au-delà du Danemark, de la Scandinavie, pendant 6 mois de l'année, sans aller jusque-là, dans des pays où encore on a quand même, on vit au quotidien avec une économie, un développement, 6 mois de l'année, on est pas dans la nuit, mais en tout cas dans une pénombre. Donc si vous n'êtes pas habitué, je pense qu'arrivant du Sud, pour vivre au quotidien dans ce genre d'ambiance, ça va être compliqué. Ramener dans une certaine mesure entre le Nord et le Sud de la France, on a exactement la même chose. On est quand même un peu plus habitué à connaître des journées un peu plus nuageuses ou un peu plus sombres dans le Nord que près de la Méditerranée. Donc les seuils de déprime ou les seuils d'intolérance vont varier en fonction déjà de son endroit de naissance, de sa culture. Et puis après, ça dépend de chacun. C'est ce que je dis dans le livre, en fonction
fonction du moment où l'on est, en fonction de ses besoins. Quand on va partir en vacances, eh bien, on rêve tous d'avoir cette plage de soleil avec juste la bonne température. Bon, quand on a la chance de pouvoir aller à la montagne ou au ski, on vient me voir très souvent en disant bon, Louis, est-ce qu'il y aura de la neige? Mais moi, quand je vais y aller, je veux du soleil. Je lui dis oui, mais il faut bien que la neige tombe à un moment quand même. Donc voilà, obligé, évidemment. Là, pas obligé, parce que c'est bien joli de me demander de la neige et du soleil, mais il faut bien qu'elle tombe. Donc bon, voilà. Donc on a ce rapport qui fluctue en fonction de sa vie, de son évolution et évidemment de sa culture et de son origine. Damien, oui. Des questions d'internautes. Il y en a plein qui arrivent. Déjà. Énormément, des questions, des commentaires sur la page Facebook de TV Magazine, sur lefigaro.fr. Alors on a Marco Polo, c'est un pseudo évidemment, qui admire votre élégance vestimentaire, qui estime que vous avez la classe. On salue Mickaël, une boutade également de Véronique que l'on donnera tout à l'heure. Mais une question tout d'abord. Oui, une boutade. Non, une boutade. Vous avez trop dit là. J'essaye de teaser un petit peu. Restez, vous allez voir, elle vaut son petit pesant d'or. Une question de Christophe qui souhaite savoir à quoi ressembleront les évolutions du bulletin météorologique dans les prochaines années. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons tous accès à des applis, etc. Le bulletin de France 2 a énormément évolué. Celui de TF1, à quoi ressemblera-t-il dans les prochaines années? Il y a plusieurs pistes. Il y a effectivement d'abord d'avoir un décor qui utilise les technologies d'aujourd'hui. Donc pourquoi pas aller vers une 3D encore plus façon cinéma, où on peut se déplacer au milieu d'un événement, notamment quand il y a un épisode Cévenol, quand il y a un orage, quand il y a de la neige, expliqué. Donc on peut le faire évoluer, j'espère qu'on le fera évoluer dans ce sens-là. Ce que vous faites déjà sur un peu la sur présentation, ce qu'on fait sur le JT, pas encore dans les bulletins. On pourra le faire aussi sur la qualité de la prévision, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être faire des focus beaucoup plus précis sur des régions, sur des endroits, en fonction d'un événement très particulier. Mais il faut que la prévision continue à progresser également. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de faire un focus sur une région si on n'a pas la précision qui correspond à la géographie. Donc il faut se méfier de ça aussi. Mais au fur et à mesure que la prévision progressera, on sera probablement un peu plus local et un peu plus précis dans le temps également pour annoncer tel ou tel événement. Alors, dans ce livre, évidemment, Louis, on va y revenir, vous dénoncez les a priori, plein d'idées reçues. Effectivement, quand on le lit, on se rend compte de beaucoup de choses. Par exemple, vous écrivez que le froid est synonyme de rapprochement, qui réduit la mauvaise humeur, la déprime, la fatigue, ce qui nous a beaucoup surpris, évidemment, parce que nous, on pense tous que l'été, la chaleur, justement, engendre plutôt le bien-être et le rapprochement, alors que pas du tout. Pas du tout. Mais non, parce que le froid, ça nous rappelle à une forme de fragilité. C'est-à-dire, quand on a le froid, on se dit « oh là là ». Et quand on a une forme de fragilité, s'il nous reste un zeste d'empathie ou de solidarité, on se dit « ah ben oui, mais autour de nous, c'est un peu la même chose. On peut être relativement fragile. » Et donc, ça favorise la solidarité. Et c'est vrai que tout ce qui est don, tout ce qui est participation à des œuvres caritatives, collectives, eh bien, on se rend compte que ça fonctionne beaucoup mieux quand il fait froid en période hivernale qu'en période estivale. Et on le sait très bien. Alors évidemment, c'est à ce moment-là aussi qu'on ressent bien qu'il y a un besoin, on sent bien que les gens qui sont dans la rue, qui sont dans la fragilité, eux vont souffrir beaucoup plus de ces moments-là, mais c'est aussi des moments où effectivement on se rend compte de ça. Et puis c'est vrai que dans son entourage tout simplement, ce froid, cette fragilité que l'on ressent à ce moment-là, nous rend un petit peu plus attentifs peut-être à ce qui se passe autour de nous. Alors, pareil pour les températures, vous indiquez à peu près les températures idéales, notamment qu'à la maison ou au bureau, par exemple, c'est dans les 20 degrés, c'est à peu près la bonne température. Mais par exemple, quand on va en salle de réunion au bureau, il faut mettre 17. Pourquoi il faut baisser de plusieurs degrés? Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je vois ça quand je fais des conférences ou quand je suis dans des réunions. Bien effectivement, très vite, la chaleur humaine, ça fonctionne bien dans la salle, on est souvent un peu… et hop, ça chauffe. Ne serait-ce que par cette chaleur humaine, on l'oublie tout le temps. Donc si effectivement on n'a pas anticipé en mettant une température qui soit un petit peu plus basse, très vite la température va dépasser la température ambiante demandée, sauf si évidemment il y a un climatiseur ou si elle est corrigée. Et donc effectivement, si on est entre 23, 24, 25 degrés de température ressentie, je peux vous dire qu'effectivement, il y a une forme un petit peu de torpeur qui peut s'installer, il faut un peu moins d'attention. Donc, le cerveau fonctionne moins bien, c'est ça? Alors, c'est-à-dire qu'on risque de dire plus de bêtises il fonctionne moins bien, en tout cas, il est probablement plus amène à ce moment-là à avoir des phases un peu de repli, peut-être des phases où on va être un peu moins impliqué, un peu moins engagé, effectivement. Damien. Christophe, une nouvelle question de sa part assez intéressante. C'est vrai qu'il y a quelques jours, vous avez donné votre salaire à la télévision. Alors, vous avez donné une indication, pas votre vrai salaire au chiffre près. Il demande si vous regrettez d'avoir donné quelques indications concernant votre rémunération. Non, je ne regrette pas parce qu'au moins, ça remet les choses à leur place. C'est-à-dire que c'est rare, de le faire en général. Moi, je suis un salarié de TF1 avec un salaire de journaliste. Point. Voilà, c'est juste ça. Parce qu'effectivement, on a l'impression en France que plus on est connu, plus on gagne beaucoup d'argent. Non, voilà, j'ai une grande notoriété, merci TF1, mais j'ai un salaire de journaliste. Voilà.
Louis, évidemment, vous n'êtes pas seulement écrivain, vous êtes aussi présentateur météo, vous l'avez dit, de TF1 depuis presque 10 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous séduit tant dans la présentation de la météo? On rappelle que de formation, vous êtes ingénieur, hein, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette phase? Évidemment, c'est très important. On rappelle que c'est quasiment l'une des plus fortes audiences de la journée. C'est un pic d'audience, hein, la météo. Quelle audience vous faites sur TF1? Ça dépend justement de la météorologie. 6, mais 7 millions, on est entre 6 et 7 millions. Mais par exemple, moi j'ai déjà fait 11 millions un jour de neige. Évidemment, c'est quand la neige menace ou qu'elle arrive qu'effectivement là on a une audience qui peut vraiment exploser. En fait, c'est quoi Donc c'est ça qui vous plaît, c'est de battre Nico Saliagas, Camille Combal et tous les autres. En fait, vous êtes la plus grosse audience de TF1, voilà, Louis. C'est ça. Non, en revanche, c'est vrai qu'on a une responsabilité parce que effectivement, autour de nous, les annonceurs, Il y a beaucoup de pages de pub qui entourent la météo, bien sûr, la météorologie. Non, mais c'est surtout, imagine la chance que j'ai. C'est-à-dire que moi, je suis un météorologiste et on m'a offert un jour la possibilité de raconter mon métier dans 2 médias, que ce soit TF1 ou RTL. Imaginez ça. Vous imaginez quand vous avez une passion, vous avez un métier, vous aimez la nature, et on vous dit, vous allez raconter ça devant des millions de téléspectateurs. Ça, c'est la chance que j'ai tous les jours au quotidien, moi. C'est extraordinaire. Imaginez ça, vous racontez votre métier tous les jours. Et votre passion, puis ensuite, évidemment, quand vous avez la chance de le faire sur un média comme TF1, qui vous offre à la fois les moyens de le faire bien, qui vous donne sa confiance. Moi, j'ai la confiance de TF1. Quand je dis, il faut raconter ça, il faut le faire ci, la rédaction me dit, OK Louis, tu viens le faire, on me fait confiance jusqu'à aujourd'hui. Bon, j'espère que je ne la trahirai pas, cette confiance, mais voilà. Donc, c'est quand même une chance extraordinaire de pouvoir faire ça avec encore des moyens. Sur TF1, j'ai 2 infographistes à plein temps pour préparer les cartes, pour faire la prévision. Donc, vous voyez, c'est... tous les matins, je me lève en disant qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment je peux encore progresser, parce qu'évidemment, on n'est jamais satisfait, surtout autour d'un sujet aussi universel. Et en même temps, je me dis, mais quelle chance de pouvoir faire ce métier-là tous les jours. Damien. Allez, la petite boutade de Véronique, qui fait la comparaison entre votre nom et celui du duo comique Les Baudins. J'imagine qu'on doit vous le faire assez souvent, sachant que Les Baudins... Je regrette parce que j'ai encore pas pu aller voir leur spectacle et on a pris contact. Damien adore. Vous devriez. Je vous le conseille. Et puis une question de Sandrine sur Twitter qui souhaite savoir pourquoi la météo est un domaine exclusivement réservé aux femmes. C'est vrai que sur TF1, sur France 2, la plupart ce sont des femmes et vous êtes quasiment le seul homme sur les grandes chaînes à présenter la météo. Il y a eu Gilles Pétré, Sébastien Follin, vous. Sébastien Follin. Mais c'est rare, les hommes sont rares. Il y a aussi des présentateurs, des collègues sur les chaînes d'infos. Il y a un petit peu. Oui, alors moi je pense que c'est le hasard, tout simplement. Je pense qu'il y a, au gré des carrières des uns et des autres, des opportunités qui arrivent ou des choix. Et peut-être que finalement aujourd'hui, c'est plus le féminin qui l'emporte sur l'envie de parler d'environnement, de météorologie et de ces sujets-là. Mais peut-être que ça s'inversera à l'avenir. Je pense qu'il y a juste, moi je crois que quand on parle de ces sujets, alors bon, évidemment, je suis convaincu par ça, mais il faut avoir une passion, il faut avoir une envie, il faut avoir envie de transmettre, il faut avoir envie de partager. Bon, ça c'est le problème du journaliste, c'est quand même de transmettre et de raconter, voilà. Et je pense que là, après, c'est entre féminin et masculin, je crois que c'est au gré des carrières et des opportunités que ça se produit. Alors, il y a plein aussi d'internautes qui le font, mais je vais poser la question de fan sur Evelyne Delia. Elle est comment en vrai, Evelyne Delia? Mais Evelyne Delia, elle a une popularité incroyable, tout le monde l'adore, elle est mythique, une icône de la télé. Ça fait quoi de travailler avec elle depuis 10 ans? Le contrat de TF1, elle a traversé toutes les époques, et puis quand vous voyez comment elle est encore avec cette passion, cette envie, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça qui fait, c'est quand même extraordinaire. Et ça, ça fait toute la différence, et ça vous maintient, et ça vous donne envie, et c'est un juste retour des choses qu'aujourd'hui encore, elle soit à la fois respectée, qu'elle soit admirée et qu'elle soit encore à l'antenne de TF1. Et comment ça se passe, la transmission notamment de la passion? Alors évidemment, il y a les téléspectateurs, mais il y a par exemple Tatiana Silva qui fait aussi Bulletin Météo, qui ne vient pas de la météo, qui est une présentatrice télé. Comment ça se passe avec elle? Est-ce que vous essayez par exemple, vous ou Evelyne Delia, de la mettre dans la direction pour la passionner, l'intéresser à plus que simplement présenter le bulletin? Complètement. Alors c'est vrai que maintenant on la laisse naviguer un peu toute seule, mais au début, on était là, présent. Je disais, tu m'appelles quand tu veux, à tout moment, pour parler de ça, pour écouter, pour critiquer, pour progresser. Et encore aujourd'hui, je lui dis, il n'y a pas de souci, tu m'appelles quand tu veux, et on continue à progresser, et réciproquement, parce que de toute façon, c'est un métier où on se remet en cause tous les jours et où on a à progresser tous les jours.
Alors, question bête, mais par exemple, si pour demain, il y a une petite incertitude sur le temps, ici, est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va pleuvoir, c'est un peu limite, qui au final prend la décision, Louis? Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la rédaction à TF1? Dans le bulletin météo que vous faites, vous annoncez qu'il y aura de la pluie ou pas? Est-ce que Alors, qui va décider de ça au final? Alors à la fin, moi je suis prévisionniste, donc là à la fin c'est moi qui vais C'est vous qui décider choisissez, dans les d'accord. choix en m'appuyant sur Météo France, sur les cartes, mais c'est moi qui au dernier moment dirais voilà, on ajuste plus. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous regardez une journée de préparation de la météorologie, on prépare les cartes le matin, elles sont fabriquées en infographie, il y a ensuite tout un circuit de validation, voilà, pour que ce soit broadcast, pour qu'il n'y ait pas de noir à l'antenne, pour que Bien ce sûr. soit validé. Donc tout ça prend un petit peu de temps, mais moi, jusqu'au moment où je vais être en direct à l'antenne, je peux continuer à regarder les cartes, je peux continuer à regarder les modèles météorologiques. Et donc, jusqu'au moment où je vais aller à l'antenne, je regarde ces cartes-là. Donc, parfois, par rapport aux cartes qui ont été fabriquées un petit peu avant, eh bien, je peux corriger un peu. Je peux dire au dernier moment, tiens, le petit doute que j'avais là, allez, sur la prochaine carte, j'aurais peut-être un peu corrigé. Donc voilà, c'est juste ce travail jusqu'au bout pour essayer d'être un petit peu mieux. Et il y a satisfaction quand on a prévu ça et que le lendemain ça arrive, on se dit ouais, ça y est. Mais Évidemment, l'inverse parce aussi est vrai, j'imagine. L'inverse c'est Vous vrai dites, aussi. ah, zut, Zut, oui, ça je peux vous dire, la frustration existe, mais et tous les jours. Et d'ailleurs, moi je suis le seul, je crois encore aujourd'hui, à faire un mea culpa quand vraiment je me suis vraiment trompé sur une grande zone. Pas sur un petit, pas sur sur une une petite ville, région. mais en tout cas à une grande échelle. Oui, je commence un bulletin par ça, parce que c'est du respect, parce que c'est rappeler que, ben oui, c'est jamais gagné, que la météorologie est une science qui progresse, mais qui peut encore faire des erreurs. Donc oui, il y a satisfaction quand on se dit, tiens, ça j'avais bien vu, et puis il y a toujours la frustration quand on se dit, ah, il faut encore travailler. Damien. Allez, Tristan sur Twitter qui souhaite savoir si vous avez des nouvelles de Catherine Laborde. C'est vrai que vous avez collaboré avec elle également, puisque vous êtes Oui, arrivé bien en sûr, 2010 bien à la sûr. météo TF1. Vous êtes encore en contact avec Oui, elle? on est encore en contact, mais tiens, ça me fait penser que je vais la rappeler. Parce que c'est vrai que ça fait un Merci, petit moment Tristan. que je ne l'ai pas eu, mais bon, après, voilà, elle tourne la page, elle est sur autre chose. J'espère que voilà, elle trouve un équilibre. Elle fait de la comédienne. Et je crois La qu'elle est comédienne, elle comédienne, écrit. je crois qu'elle écrit aussi et qu'elle continue à faire tout ça. Je dirais pas où elle est, mais je sais elle est entre deux endroits qui sont très très sympas. Oui. Donc voilà. Mais tiens, voilà, je reprendrai un petit peu de ses nouvelles. Rappelez Catherine Laborde. Voilà, exactement. Alors évidemment, on ne peut pas vous laisser partir sans parler notamment du réchauffement climatique, qui est évidemment la une de tous les médias aujourd'hui. En tant que météorologue, comment vous appréhendez ce phénomène? Est-ce que vous êtes fasciné? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes résigné? Comment vous le regardez et comment vous vivez parfois cette hystérie dans les débats? On l'a vu récemment avec Greta Thunberg, par exemple, qui divise totalement l'opinion sur le sujet. Alors justement, l'hystérie, ça faut qu'on oublie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 7 milliards et demi d'individus, bientôt 8 milliards. Imaginez qu'on va pouvoir, d'un claquement de doigts, ou même juste d'une décision politique, ou même d'un changement, bouger d'un seul coup tous nos comportements à l'échelle de la Terre, ça c'est impossible. Donc on arrête cette hystérie, on arrête cette idée qu'on change tout du jour au lendemain. C'est complètement faux. Ce sera pas possible. Mais non, on va créer des révolutions, des famines, on va accélérer les inégalités qui sont déjà aujourd'hui trop fortes. Donc ça, c'est pas possible. On oublie. Donc ça veut dire qu'on retrouve notre calme, on trouve une forme de sérénité. Et que fait le réchauffement climatique aujourd'hui? Il joue comme un marqueur. C'est comme une espèce de clignotant rouge en disant « Hé les hommes, là, vous êtes 7 milliards et demi, vous avez la responsabilité d'une planète pour les générations futures et pour la biodiversité qui enfin vient d'être également mise au cœur du problème parce qu'il faut respecter les autres espèces qui vivent sur cette Terre. » Voilà ce que ça nous dit, la météorologie. Ce qu'elle sera dans 100 ans, j'en sais rien. Moi, en tant que météorologue, ce que je vous disais tout à l'heure, j'apprends juste à être humble. Je ne sais pas encore grand-chose. C'est une science qui est très jeune à l'échelle de la Terre. Mais en revanche, la science aujourd'hui nous dit « warning ». Là, si on ne change pas nos comportements, on va vers des conséquences qui pourraient être dramatiques pour nous, pour les générations futures et pour les autres espèces. Donc, on a un virage à prendre. Alors, faisons-le avec nos technologies, nos savoirs d'aujourd'hui et surtout notre humanité. Parce que c'est quoi le problème de fond aujourd'hui? En France, si on veut être cynique, on représente 0,8% de la pollution mondiale et du problème de l'environnement. Donc on pourrait dire aujourd'hui, quand les autres auront réagi, on pourra nous continuer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les nuages n'ont pas de frontières, on l'apprend quand on est météorologue. La pollution non plus, les inégalités non plus. Donc vous pouvez mettre des murs, des frontières et autres. C'est plus le sujet aujourd'hui. On a la responsabilité ensemble d'une planète et la météo nous dit ça. Elle nous dit, aujourd'hui, il faut vous comporter comme une espèce qui est responsable et qui est humaine sur Terre. Donc ça veut dire comment est-ce qu'on va aller en Afrique pour transférer les technologies permettant eux aussi de moins polluer. Le plastique qui est omniprésent, comment est-ce qu'on règle ça? Comment est-ce qu'on le fait en Asie? Comment est-ce qu'aujourd'hui on va en Amérique du Sud pour voir cette forêt amazonienne qui brûle? À tort ou à raison d'ailleurs, parce que là aussi on a dit tout et n'importe quoi. Une forêt qui brûle, quand elle se régénère derrière, elle est plutôt en meilleur état.
Donc c'est pas simplement qu'elle est brûlée, ça c'est pas très grave. C'est ce qu'on en fait derrière qui peut être grave. Si on bétonne ou si on laisse si on repousser, bétonne ou si on laisse repousser effectivement Mais une nature qui sera encore plus Vous forte. dites que les gouvernements n'ont pas forcément de rôle à jouer, que ce sera compliqué, même si tout le monde se met d'accord de mettre ça en marche du jour au lendemain. Mais quand même, quand le président de la première puissance mondiale des États-Unis, c'est-à-dire Donald Trump, est lui-même un climato-sceptique déclaré, c'est pas un peu compliqué justement dans l'autre sens. Bien sûr que si, ça c'est un très mauvais signe. Ouais. Il y a encore aujourd'hui. Mais imaginez qu'on va pouvoir d'un seul coup avoir une courbe vertueuse sans accroc, c'est impossible. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, chaque action entreprise, et il y en a des millions d'exemples. L'Équateur vient d'interdire les bouteilles plastiques. Vous voyez, c'est un pays qui a d'autres priorités aujourd'hui que les nôtres, où on a la chance d'être dans des pays un peu développés. Non, eux, il y a encore à nourrir une population, ce n'est pas encore facilement le cas. Eh bien, ils ont déjà choisi de plus. Donc vous dites, tiens, ça c'est un bon signe. C'est la même chose quand vous allez en Afrique du Sud, où aujourd'hui, on est vertueux sur la façon dont on va conserver des parcs, comment on va rendre des espaces à la nature totalement. Bon voilà, et il y a plein de signes comme ça partout, en Indonésie également. Et puis de temps en temps, ben oui, vous avez un type comme Trump, c'est un problème. Un type comme Bolsonaro au Brésil. Oui, voilà, ça freine cette avancée. Mais il va être là 4 ans, et puis j'espère qu'après il ne sera plus, et puis qu'ensuite les États-Unis, qui sont quand même un pays très réactif, d'un seul coup ils vont se dire on peut faire de l'argent avec l'écologie, avec l'environnement, eh bien on va y aller. Mais oui, mais je suis un peu cynique en disant ça, mais moi ça ne me dérange pas qu'ils aillent faire de l'argent en étant vertueux et en respectant les autres espèces et autres. Tant mieux, au moins on ira dans le bon sens. Et c'est ce qui va se passer aux États-Unis. Damien, on prend encore une dernière question et on termine le buzz. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. On va saluer Elder, Sophie, Maurice, Jean Vanden. On n'a pas eu l'occasion de poser toutes ces questions, mais on va poser celle de Jérôme sur Twitter qui souhaite savoir ce que vous pensez à l'inverse de Greta Thunberg, vous savez, cette militante qui a fait beaucoup parler d'elle. Est-ce que c'est la réponse finalement au réchauffement climatique ? C'est une des réponses. Au début, moi j'étais très critique. Et puis après, je me suis dit, mais non, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et aujourd'hui, tout ce qui va dans le bon sens, et elle, ce qu'elle dit, va dans le bon sens. Après, qu'elle exagère, après que même dans sa symbolique, elle traverse l'Atlantique sur un bateau. Un bateau que je connais bien, j'ai navigué sur ces bateaux-là. Il n'y a pas plus polluants que ces bateaux-là, ils sont fabriqués en carbone. C'est des matériaux transformés, il n'y a pas plus transformé que ça. Donc voilà, bon, le message peut être complètement trouble, mais peu importe, à la fin, tout ce qu'elle a envie, c'est qu'on ait une belle planète. Et je lui dis, ok, après, à nous, avec un peu plus d'expérience, de temporiser, de mesurer, mais ce qu'elle dit est juste, et puis tant mieux si la jeunesse se réveille. Alors, cette jeunesse, je vais leur dire en même temps, oui, manifestez-vous, râlez, et en même temps, continuez à étudier. Parce que c'est par la science, c'est par nos connaissances qu'on sortira de ça et qu'on rendra de nouveau une planète un peu plus vertueuse ou un petit peu plus belle pour les générations futures. Merci beaucoup Louis Baudin. On termine tout de suite par le sucré salé. Cette petite séquence, évidemment qu'on n'a pas oublié, tout le monde l'adore ici. Sucré salé, c'est simple, on vous soumet 2 propositions et vous choisissez. C'est ce qu'il y a de plus difficile de choisir. C'est parti Louis, le soleil ou la pluie plutôt. Si vous deviez choisir Bon, le soleil quand même. Bon, le soleil quand même. Radio ou télé ? Ah là là là. Préparez-vous, la prochaine c'est papa ou maman. C'est ça. Non, radio. Radio, c'est là vous avez commencé. Ouais. La voile ou l'athlétisme plutôt ? La voile. La voile. François Langlais ou Nicolas Canteloup ? 2 autres divins chauves de TF1. Exactement. François Langlais. Evelyne Delia ou Tatiana Silva ? Evelyne Delia. Et pour finir, Greta Thunberg ou Nicolas Hulot ? Nicolas Hulot. Pour ce qu'il a fait effectivement et qui continue pour ce qu'il a fait, et puis moi justement, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, ce qu'il fait, mais en revanche c'est quelqu'un qui est intègre, passionné, qui est vrai, et ça c'est important aujourd'hui dans le débat, qu'on n'ait pas des gens dans des postures, mais des gens qui soient totalement convaincus et qui soient investis pour ces causes-là. Et Nicolas Hulot, respect, il l'a fait à travers ses émissions, il le fait à travers aujourd'hui son comportement d'homme, donc c'est important. Merci beaucoup Louis Baudin. Merci vraiment d'être passé nous voir. Je rappelle évidemment, chers internautes, que le livre de Louis Baudin sort dès demain. Nous sommes tous météo-sensibles. Cette audition Albin Michel, ne ratez pas ça. Vraiment plein de choses à apprendre, beaucoup de choses évidemment pour comprendre à quel point la météo peut influer sur vous et votre comportement. Et nous, Damien, on sera là demain avec un parfait comportement comme d'habitude. Exactement. Et avec quel invité ? Alors, de quoi je me mêle ? Alors, je dis pas ça à vous, Nicolas, mais il s'agit du talk show dans lequel officie cette animatrice que l'on va recevoir demain, qui vient nous présenter un livre sur son endométriose qui s'appelle Un cri du ventre, qui est poignant. Il s'agit d'Enora Malagré que nous recevrons demain sur ce plateau. Ce sera à 9h30 évidemment, vous serez au rendez-vous. Excellente journée à toutes et à tous.